Le livre noir de Saddam Hussein, vous en avez écrit la préface, on va y venir dans un instant, puis après on va parler politique de la guéguerre au PS. C'est de la politique, ça. C'est de la politique internationale, la politique de haut rang. Vous allez m'expliquer après plus dans le détail. Expliquez-moi. Mais toutes les fiches, là, c'est... C'est sur vous. Merci. Et votre dossier, c'est sur moi? Ah non, non, pas du tout. Non, c'est sur ça. C'est sur ça. Expliquez-moi la problématique. Comment ça se fait que vous faites autant de choses? Après cette émission, je voulais vous recevoir à la radio demain. Vous partez au Niger, vous y étiez pendant l'été, vous donnez de votre personne, de votre temps. Et en même temps, vous êtes à ce point mal aimé par vos petits camarades du PS. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas comment vous interprétez. Il y a 58% des Français et 60, je ne sais pas combien, 66 ou 67, qui veulent qu'au contraire, je me présente à la candidature. Ah, si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup... Là, j'ai parlé... C'est les Français, j'ai bien compris. Vous avez cette Non, mais les popularité. Français et les socialistes français. Les gens qui votent socialistes, mais vos petits camarades au PS, ceux-là, bah oui, vos confrères, ceux qui peuvent faire un jour que vous alliez faire des choses. Oui. Comment ça se fait que ceux-là, ils ne vous aiment Mais pas? vous découvrez que la politique est un monde cruel. Je découvre que la Plus politique... on est proche de quelqu'un, et plus on se trouve son ennemi. Il faut admettre ça, c'est pas facile. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve à côté de ses amis, on découvre qu'ils ne sont pas tendres. Et votre principal ennemi, celui dont vous êtes peut-être le plus proche au PS, c'est celui... pas vous, en tout cas. Non, mais au PS, celui qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas accéder au désir des Français de vous voir représenter le... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout J'y est ouvert. accéderai peut-être, mais en tout cas, je suis au Parti Socialiste, je m'y trouve pas mal. Pas la direction, hein. Tu n'es pas à la direction, alors ça, pas du tout. Alors ça, ils ne m'ont rien proposé. Mais On est bien d'accord. Oui. Enfin, écoutez, ça fait des années que je milite à gauche. Je n'ai jamais rien fait d'autre. J'entends ce brave homme qui me dit « je suis chez Bayrou ou à l'UMP ». Mais d'où vont-ils chercher ça? Vous dites en même temps, et c'est courageux, qu'à un moment donné, s'il faut faire des alliances avec Bayrou, s'il y a des bonnes idées, Ah non, moi, pourquoi je n'ai pas pas dit ça. J'ai dit que les idées m'intéressaient et que s'il est midi à 12h et que c'est Bayrou ou un militant d'attaque qui le dit, il est 12h et il est midi. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde, ça, Bernard Kouchner? Pardon? C'est pas le cas de tout le monde, vos petits camarades de PS? C'est pas le cas de tout quand le ils monde entendent du il tout, est parce midi, que, malheureusement, à gauche comme à droite, on se montre, surtout dans les périodes préélectorales, extrêmement sectaire. Et je pense que ce pays a besoin d'autre chose. Ce pays, notre pays, la France, a besoin de se revivifier, de trouver quelque chose par rapport à l'Europe et au monde qui ne soit pas le passé. Il faut qu'on se rende compte que le monde a tourné, que nous avons des adversaires, pas toujours des ennemis, et qu'il faut changer notre manière de voir. Est-ce que vous diriez que le pays a besoin de vous? Oh non, non, pour se tromper, non, il se trompe tout seul. Mais pour l'amener dans la bonne direction, est-ce que... Je crois que ce pays, vous savez ce que disait Kipling, il y a les gens qui restent chez eux et les autres. Eh bien, nous sommes trop restés chez nous dans cette période qu'on appelle tous une période de mondialisation. Alors essayons, comme ça prendra quelques années, peut-être difficiles, non pas de nous moderniser, de reprendre du poil de la bête, d'être en tête, de redonner à notre pays son rang et surtout à chacun d'entre nous, chaque Français, non seulement de la dignité et de la fierté, mais l'envie, le goût de se battre. Et quand vous dites ça à vos petits camarades du PS et que vous parlez de scission, parce qu'ils vous disent, scission, il est Michel Rocard, malade. que je suis depuis longtemps, qui fut mon Premier ministre, qui a employé le mot scission. On m'a dit, et la scission? Oui, je pense, à un moment donné, il faut clarifier à gauche. Il faut quoi? Séparer de l'aile gauche-gauche au PS? Je ne dirais pas ni gauche ni droite. Les nonistes? Non, non, disons qu'il y a une social-démocratie à construire, puisque nous n'avons jamais réussi. En Angleterre, en Allemagne, on s'est adapté, on a adapté le socialisme au monde moderne et on a essayé, dans le souci d'égalité, d'être quand même réaliste, de ne pas simplement hurler dans les rues, mais d'essayer de gouverner. Donc il y a une gauche de gouvernement et il y a une gauche qui promettra, mais qui ne fera pas la même chose au gouvernement. Et je pense qu'il faut construire cette social-démocratie. Une gauche utopiste, quoi, d'une certaine manière. Utopiste peut-être, en tout cas les questions sont bonnes, mais les réponses ne sont pas adaptées à notre pays. Si c'est Laurent Fabius qui prend la tête du PS, bien, ce sera Laurent Fabius. Bon, écoutez, ça dépend de son discours, parce que mais peut-être. Il a eu au moment du Laurent Fabius, j'ai rien contre Laurent Fabius, au contraire, j'avais les meilleures relations et je pense en avoir encore d'assez bonnes. Je pense que c'était une très grave erreur de faire voter non, de promettre qu'en votant non, on allait changer l'Europe et qu'il y aurait un plan B. Oui, il y a un plan B, c'est le plan Blair. Et il n'y a rien d'autre qui se soit passé, sauf de la désespérance supplémentaire. En disant ça, on comprend bien que vous pouvez pas suivre Laurent Fabius s'il arrive à la tête du PS. Non, je ne peux pas. Parce que pas. justement, cette gauche-là, je pense qu'il faut d'abord ne pas mentir. En tout cas,
la vérité, c'est autre chose. Mais tentez de ne pas tromper les gens. Les discours électoraux, les Français, vraiment les connaissent, à gauche comme à droite. Alors, quand on dit ça, on apparaît quoi? Comme un hétérodoxe ou une espèce d'énergumène, un missile sans guide, quoi. On continue un peu de faire de la politique politicienne, Bah on ça, arrive on en fait, tout de suite au livre. Et lui, Laurent Fabius, s'il n'est pas élu, vous pensez qu'il peut suivre encore François Hollande ou alors c'est plus possible? C'est un parti qui va droit dans le mur. Moi, je souhaite, vous savez, quand j'ai dit scission, c'est parce que je souhaitais de la clarté. Et je pense qu'un parti est c'est fort peut-être du en étant réalisme. uni. Ce que vous dites, c'est peut-être du réalisme. C'est peut-être du réalisme. Je crois qu'à un moment donné, il faut déterminer une ligne social-démocrate. C'est-à-dire, on ne va pas découvrir le capitalisme à chaque fois qu'il y a une élection. Nous y vivons depuis 40 ans. C'est sûr, mais en même temps, vous avez vu les... les dernières élections présidentielles, l'éparpillement à gauche, vous avez vu là où ça a conduit. Alors peut-être que le PS, il faut peut-être réunir tout le monde. C'est possible. C'est peut-être le danger. C'est possible aussi qu'on ait beaucoup trop promis et que les résultats n'aient pas été également... Enfin, à la hauteur de ses promesses, en tout cas. Et donc, je crois qu'il faut être plus réaliste. Nous avons, à l'intérieur de l'Europe, avec les 10 pays qui arrivent, avec les 12 maintenant, parce qu'il y aura la Bulgarie et la Roumanie, ça c'est formidable. Pendant la campagne électorale, on a signé avec la Bulgarie et la Roumanie. Personne n'en a parlé. Et après, on se dit, ah ben, on ne nous avait pas prévenus pour l'élargissement. Ouais. C'est quand même un train de retard à chaque fois. On a dit l'Europe sociale, mais nous sommes ceux qui subissons ou profitons, on ne va pas entamer le débat maintenant, de plus de protection sociale en Europe. Est-ce que c'est suffisant? Apparemment pas, ni pour le chômage, ni pour le confort. Alors peut-être faut-il changer et s'adapter. Peut-être faut-il trouver, avec les gens, dans le débat, pas au dernier moment, des solutions qui leur conviendraient. D'un point de vue plus personnel, comment vous imaginez là-dedans? Franchement, ce n'est pas mon problème. Bah si, parce que si vous voulez faire des choses, il faut bien que vous soyez... Oui, mais honnêtement, je crois que je fais des choses. Mais il faut bien que vous soyez en position... Il faut que vous passiez en position de les faire. Oui, mais enfin, écoutez, bon, si la définition, c'est de se dire présidentiable et d'y penser jour et nuit, c'est pas mon cas. En se rasant. Oui, en plus, je me rase. Franchement... Candidat à l'investiture, vous pensez que c'est possible pour vous? Oui, j'en sais rien. En tout cas, eux, ils ont l'air de penser. Les Français, oui, manifestement. Et très largement. À part ça, vous dites que mais ça est-ce que vous en avez envie? C'est pas impossible, mais franchement, je ne suis pas candidat à l'investiture. Mais si dans le débat qui sera suscité dans ce pays de toute façon, il apparaît qu'un certain nombre de propositions que je pourrais faire, ou que mes amis, ou que le groupe Réunir, ou que des tas de gens pourraient faire, qui tiennent à la sécurité sociale, aux retraites, à la façon... Vous comprenez, on se satisfait de demi-mesure. Je vous donne juste ce chiffre, on ne va pas en parler 30 ans. 30% de la société française devra s'occuper et devra fournir des subsides à 70% dans quelques années. Est-ce que ça va? Mais là-dessus, Bernard Kouchner, c'est ça qui est terrible, parce que manifestement, vous avez des idées. Il vaut mieux pas en parler, parce que ça fâcherait, parce qu'on va dire, comme pour la sécurité sociale, il faut faire des économies. Non, on va payer manifestement, plus cher. Vous avez des idées, vous voulez les voir appliquées, et quand on demande aux Français pourquoi vous êtes populaire, simplement pour 5% pour vos idées. Manifestement, ce n'est pas vos idées qui sont populaires dans le sondage. Monsieur Fogiel, alors que je ne suis pas candidat, que je vous le dis encore, je ne suis pas candidat. J'entends bien, mais vous dites quand même pourquoi pas. Il y a déjà 5% des gens, mais tout le monde s'en satisferait, qui pensent que je pourrais avoir une chance. Non, c'est pas ça, les 5%, non, c'est pas ce chiffre-là. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que manifestement vous avez des idées de progrès, et en même temps, quand les gens vous trouvent populaire, pas pour vos idées, pour vos actions humanitaires, pour ça, mais pas pour vos idées, ça doit être frustrant. Est-ce que vous croyez, je vous pose la question à vous, est-ce que vous croyez que l'humanitaire s'est tellement éloigné de la politique? Oui, un peu, oui. Non, ce sont d'autres moyens, ce sont d'autres volontaires, d'autres méthodes, une autre façon de penser, mais fondamentalement, c'est quand même pour que le monde devienne un peu plus doux pour les plus malheureux. Oui, mais c'est un peu la même chose. Un peu plus loin, pas ici, quoi. Non, regardez. Il y a eu malheureusement tous ces incendies et toutes ces victimes. Bon. Moi, je suis allé à la manifestation des gauchistes de gauche, là, vraiment la gauchiste de hier. Oui, bon. C'est vrai que parce que j'ai toujours défendu et les sans-logis et les gens qui sont dans la difficulté. Mais comment dégager ce problème scandaleux de ce qui se passe en France, et ça, gauche et droite, nous n'avons pas construit assez, n'est-ce pas, de l'immigration. C'est ce que disait Patrick Poivre d'Arvor. Il a raison de dire ça. Comment peut-on dégager ça? Il faut savoir pourquoi ils viennent ici. C'est certainement pas pour l'accueil qu'on leur réserve. Vous êtes d'accord? Mais ils ne le savaient pas. Eh bien, il faut que l'ensemble des choses se fassent à l'échelle de la planète. C'est ça la mondialisation. Kouchner, on vient de parler du PS pendant 10 minutes. Oui. On ne connaît absolument pas la position du PS sur le rééchelonnement de la dette ou l'abandon de la dette du tiers-monde, etc. Oui, c'est là, effectivement, les problèmes en amont dont vous parlez. Et les gens, s'ils vous aiment sûrement, c'est pour ça, parce que vous avez fait ces choses, vous allez là-bas, etc. Dans la dernière campagne électorale,
Ça s'est joué parce que Jospin a dit Chirac est vieux. On n'a jamais entendu parler de programme, on n'a jamais entendu parler de ce qu'il y a. Non, vous le savez bien. En ce moment, au PS, quel est le programme du PS sur ces problèmes-là qui vont arriver? Il sera construit après. Il commencera à se mettre en place après le congrès de Nantes. Mais vous savez, sur la dette, non, la gauche a toujours dit qu'il fallait supprimer la dette, plus ou moins. Et quand nous étions au pouvoir, parce que quand même, j'ai été 10 ans ministre. Je sais bien, oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai quand même fait des trucs à l'échelle d'un pays. Diriger le Kosovo en guerre, c'est diriger l'ensemble des... Je veux dire, c'est pas seulement la police, c'est la justice, c'est de construire des routes, Justement, le Kosovo, vous m'amenez ma transition, pardon. Le Kosovo en guerre... C'est dommage, mais je vous... allez-y, terminez si vous voulez. Non, je voudrais dire, il ne faut pas exagérer. Sur la dette et sur le tiers-monde, nous avons dit des choses, la gauche a dit des choses. Mais entre dire et changer sa façon de voir et être avec les gens, je pense qu'il y a une énorme distance. C'est pourquoi je crois, très naïvement, avoir un peu tenté de montrer que l'humanitaire et la politique, c'était complémentaire, avec des moyens différents, c'était le même but. Et pourtant, ils s'assassinent les uns les autres. Vous avez eu un mandat civil au Kosovo que tout le monde a salué, vous étiez sur le terrain et vous avez bossé, après vous étiez pressenti pour l'Afghanistan et puis pour l'Irak, et puis on vous a filé aucun poste. Mais je m'en fous. Bah non, vous en foutez peut-être pas. Enfin, en même temps, vous en foutez d'ailleurs pas, parce que vous dites d'ailleurs, je n'avais plus un rond, je ne peux pas être entretenu tout le temps par ma femme. Vous en foutez pas, en même temps, vous avez besoin de bouffer. Oui, mais enfin, je ne suis plus entretenu. Parce que vous travaillez maintenant. Oui. C'est quoi vos fonctions aujourd'hui? Je suis professeur au CNAM. Et alors, le thème, je suis professeur titulaire de la chaire Santé et mondialisation. Ah oui, donc ça vous convient, tout à fait. Si vous n'avez pas été nommé en Irak ou en Afghanistan, c'est parce que vous avez eu des prises de position fortes pour la guerre. Pas pour la guerre. Excusez-moi. Dites-moi. C'est l'objet du livre, 2 millions de victimes. Vous l'avez lu, bien entendu. Regardez, il y a 700 pages. J'ai lu votre préface. J'ai pas lu les 700 pages. J'ai lu votre préface. Votre préface est extrêmement claire. Je vais vous dire ça. Je suis très content que vous me fournissiez encore l'occasion. Je vous ai amené l'article parce que vous me ferez l'amitié de le lire pas maintenant. L'article était collectif. C'était le Club Vauban, gauche et droite réunis. Il était signé Antoine Veil et Bernard Kouchner. Et ça s'appelait Non à la guerre, non à Saddam. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans ce pays, on ne peut pas avoir une opinion. Oui, depuis 1974, je connais ce pays. Oui, des mois et des mois, je suis allé avec mes amis kurdes et chiites, des mois et des années, et depuis 1974. Vous racontez qu'en 1974, des hélicoptères de Saddam vous mitraillaient alors que vous réalisiez les premières missions autonomes. Oui, c'était des hélicoptères français surtout. Oui, c'est ça qui est embêtant, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, je crois, c'est parce que j'ai vu ces assassinats, c'est parce que 2 millions de victimes, c'est parce que les fosses communes, c'est parce que la torture institutionnelle, c'est parce que même la famille de Saddam assassinée dans la pièce derrière, je pensais qu'en effet, et il faut parfois faire la guerre pour cela, il fallait se débarrasser de ce dictateur. Par la guerre? Non, justement, dans l'article, je disais, comme on l'a fait au Kosovo, il faut une communauté internationale forte, et je n'ai pas aimé la façon dont la diplomatie française, brandissant le veto, cessait toute discussion. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais donc nous avons Est-ce que vous diriez quand même, pour dégager Saddam, si la guerre, si c'est le seul moyen, oui, allons-y? Je pense que parfois, il faut se battre pour la liberté, bien sûr. Je pense qu'en effet, si on demandait... Mais les fameuses armes nucléaires, on les a jamais retrouvées. Mais il n'y en avait pas, c'est marqué dans cet article. Vous savez, on m'a très mal interprété, mais il faut dire que dans le fracas de cette époque, on ne pouvait pas avoir de pensée un tout petit peu iconoclaste. Eh bien, vous voulez dire qu'on était politiquement correct, c'est ça que vous voulez dire? Non, on était pire, on était les amis de Saddam, pardon. Nous étions les amis de Saddam. C'est-à-dire? Notre ami... Enfin, la France a armé l'Irak, tous les gouvernements depuis la présidence de M. Giscard d'Estaing. Dans ce livre, c'est formidable de lire les rapports. C'est Chris Kuchera qui le plus a écrit là-dedans et qui, justement, j'ai rencontré depuis 1974. Nous nous sommes vus là-bas. C'est un homme qui connaît parfaitement tout ça. Dans ce livre essentiel, énorme, formidable, l'immense majorité, enfin, la majorité des auteurs sont des auteurs musulmans. Vous savez, c'était une invention de l'horreur quotidienne. Eh bien, c'est pour ça qu'il fallait, en effet, le dégager pour le peuple irakien qui ne s'était pas exprimé, je crois, essayer, pas par des voies mauvaises, hélas, qui ont été empruntées par les Américains, et surtout pas, ils ont bien gagné la guerre, mais ils n'ont pas su imposer la paix. Et surtout, ils ont fait une erreur colossale, c'était de démobiliser l'armée. Quand vous voyez les attentats en Espagne et en Angleterre, vous dites que c'est des dommages collatéraux, et il faut bien payer ces dommages collatéraux pour aller à un but... qu'il fallait atteindre. On peut aborder le problème de l'extrémisme islamique. C'était pas celui qui était évoqué parce que Saddam Hussein était loin de cela. Non, mais est-ce que c'était un risque à prendre? C'était ça un peu ma question. Est-ce que c'était un risque à prendre? C'est difficile de répondre à ça parce que... Mais justement, l'intervention, ce que dit Marco, c'est que cette intervention... Ça a transformé l'Irak en foyer de terrorisme. Voilà. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'on aurait pu éviter cela avec des méthodes qui sont des méthodes que, dans les missions de paix des Nations Unies, j'ai eu l'occasion d'expérimenter et même
d'employer à maintes reprises, et ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Et quand vous voyez le chaos aujourd'hui là-bas... Je donne un seul exemple, parce que moi j'ai été discuter avec Paul Bremer, l'homme qui dirigeait, avec Wolfowitz, avec Colin Powell, etc. Et maintenant, ils reconnaissent que c'était une erreur. Mais quand vous voyez le chaos aujourd'hui, puisque la réalité d'aujourd'hui, c'est ça, c'est le chaos, vous dites quoi? Parce que quand vous avez signé votre livre, vous vous rappelez, avec Daniel Cohn-Bendit, vous aviez eu la gentillesse de venir, vous disiez l'Irak n'est pas perdu, les attentats finiront par se raréfier. Ils finiront par se raréfier. Ouais, nous aurons tous intérêt à ce que finalement il y ait une démocratie en Irak. C'est sûr. Mais pour pas, en ce moment, c'est vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ce n'est pas seulement la faute des Américains. Ce qui s'est passé sur le pont des deux imams, ce n'est pas la faute des Américains. Il y a aussi une densité de croyances et d'extrémismes affrontés qui est quand même tout à fait, comment dirais-je, considérable et extrêmement dangereuse. Moi, je pense depuis longtemps que l'extrême islam, que je ne confonds pas avec l'islam que nous attendons tous, nous a déclaré la guerre. Je le sais depuis 40 ans de pratique avec mes petites mains. Au quotidien. Le livre noir de Saddam Hussein, 2 millions de victimes. Je n'ai pas répondu. Sur quoi? Non, allez-y, sur le propos de la gauche, mais ça fait rien. Comme dit Marcos, c'est une politique beaucoup plus noble, ce dont on parle là en ce moment. On va terminer juste sur une réaction autour de l'état de santé de Jacques Chirac. Vous êtes médecin. Vous en pensez quoi, un président de la République qui reste une semaine... J'espère qu'il ira mieux dans quelques jours, et je crois les communiqués des médecins de un état tout à fait satisfaisant. Un petit accident vasculaire. Quand on a un petit accident comme ça vasculaire, on peut être à la tête de l'État sans problème? Ah, si ça n'est que ça, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il peut prendre l'avion, puisqu'on dit souvent qu'après les accidents, tout ça, vous lui souhaitez un prompt rétablissement. Il faudra peut-être qu'il se ménage pendant quelques jours. Mais enfin, écoutez, je ne trahis aucun secret professionnel, puisque je ne sais pas ce qu'il a, plus que ce qui en a été dit, et je pense que dans quelques jours, il sortira. Très bien. Enfin, j'aime bien que pendant ce temps-là, pas seulement à gauche, on continue de s'affronter. C'est ça, la politique. Merci beaucoup, Bernard Kouchner. Le livre noir de Saddam Hussein, sous la direction de Chris Kuchera. Préface de Bernard Kouchner, 2 millions de victimes, aux éditions